C'est parti. Bonjour à tous, bonjour Ziad, bonjour Anthony. Je suis ravie d'animer ce webinaire aujourd'hui, le mardi 11 avril. Alors l'idée c'est, et bonjour à tout le monde, à toutes les personnes qui sont connectées derrière leur écran. Alors, dans un premier temps, ce premier webinaire va être dédié 100% à l'hôtellerie et notamment quelle stratégie hôtel adresser pour votre entreprise et la nécessité de lancer un appel d'offres dans un contexte de reprise ou en continuité de la crise Covid-Ukraine. Ziad Minkara, directeur de CDS Group, Anthony Poirier, partenaire Axis Odyssée. Je vous laisse vous présenter. Anthony. Bonjour à tous, merci effectivement d'être connectés à ce premier webinaire sur 3 saisons où on va traiter du monde de l'hôtellerie et donc en particulier sur ce premier, effectivement sur la partie stratégie, où on va poser une question importante qui est la place de l'appel d'offres sur la partie hôtellerie. Donc je suis Anthony Poirier, je suis directeur associé au sein du cabinet Axis Odyssée, cabinet de conseil qui accompagne les entreprises sur les problématiques dites travel and expense, et donc en particulier sur la partie hôtellerie. Merci Anthony. Ziad. Et je suis Ziad Minkara, je suis le directeur général de CDS Group et cofondateur. Nous travaillons sur la partie dépenses hôtelières depuis 20 ans, beaucoup d'évolutions depuis 20 ans. Je suis ravi d'être là avec Axis Odyssée. Merci de nous héberger pour ce webinaire. Je pense qu'on a une trentaine de personnes connectées, donc le sujet porte un intérêt fort. Et puis, on a essayé de le construire ensemble pour répondre aux besoins des entreprises et de ce qu'on constate aujourd'hui sur le marché. Autre point, je me permets d'intervenir. Technique? Non, pas technique. Enfin oui, technique, mais surtout interactif. On essaye toujours de faire en sorte que ce soit le plus interactif possible. Du coup, vous allez avoir pendant ce webinaire un certain nombre de sondages qui vont intervenir sur l'écran. Donc sur le côté, vous avez sur le côté droit, vous avez deux petits icônes. Un petit icône qui permet de chatter, qui vous permet de poser des questions. On essaiera de les prendre et d'y répondre. Et un deuxième petit icône, quand Rebecca vous fera signe, ça voudra dire que dans cette partie, vous allez avoir des sondages avec un certain nombre de questions pour justement pouvoir essayer d'adapter notre discours à la population qui est connectée et au type de problématique que vous pouvez rencontrer. Et d'ailleurs, on commence par une première question, Anthony. Tout à fait. Alors, vous, derrière vos écrans, avez-vous un HBT, un Hotel Booking Tool, au sein de votre structure? C'est à vous de travailler pour débuter ce premier webinaire. Voilà, donc si la question n'est pas claire, n'hésitez pas à nous interpeller sur le chat, on précisera avec plaisir. Voilà, la première question, c'est de savoir si vous utilisez déjà un HBT au sein de votre structure pour pouvoir réserver vos hôtels ou si vous passez par des méthodes un petit peu plus traditionnelles. Qu'on aura l'occasion de voir durant le webinaire. Le sondage est en cours. Peut-être rappeler qu'un Hotel Booking Tool, c'est une plateforme de réservation d'hôtels. Je pense que les gens sont assez experts aujourd'hui, ceux qui sont connectés. C'est vrai qu'on limite souvent le terme à un tool, mais c'est ce qu'on verra tout à l'heure, c'est plus de services qu'un tool et une intégration plus complète. Donc on va voir les premières réponses. Très intéressant. On voit que encore des personnes sont en train de voter. Alors, on va peut-être avoir les résultats désormais. Est-ce qu'il est possible de les afficher? Les résultats du sondage ont été publiés. Donc, vous avez 100% de personnes qui utilisent un HBT au sein de votre structure. Donc, vous êtes des très bons élèves. C'est parfait. Ça va nous permettre de rebondir sur le constat qu'on fait généralement. Effectivement, quand on regarde la dépense voyage, on est en général sur 30% de la dépense voyage qui est sur la partie hôtel. Et très souvent, en fait, cette partie hôtel, elle est en général abordée, mais pas en priorité. On voit que par exemple, les frais d'agence qui représentent 3%, entre 2 et 5% en fonction de votre niveau de négociation sur la partie hôtel et pourtant sur la partie agence, et pourtant on voit que systématiquement vous avez des appels d'offres agence. Pareil sur la partie aérien, vous avez systématiquement ou quasi systématiquement, quand vous avez du volume,
des contrats avec Air France ou avec d'autres compagnies. Or, sur la partie hôtel, c'est pas systématique. Soit c'est quelque chose qui est porté par l'agence, soit c'est quelque chose qui n'est même pas demandé lors des appels d'offres agence, mais très rarement, vous avez un appel d'offres qui est isolé sur la partie HBT. Donc, il y a certainement un nombre de raisons qu'on évoquera par la suite, mais c'est un constat qu'on fait et qui n'est pas évident à analyser. Sur la partie hôtel, là, vous mettez 30%. En fait, c'est extrêmement variable en fonction de la typologie des clients. Une grande dépense nationale, on va avoir du train plus de l'hôtel, plus que de l'aérien. Sur l'international, on aura plus de l'aérien en complément à un taux hôtel plus bas. Mais quoi qu'il en soit, si on va économiser les 2-3% de dépenses complémentaires sur la partie hôtel, on voit qu'on peut couvrir les frais liés à la transaction côté TMC. Donc, en fonction des clients, quelle que soit la nature du client, qu'il soit domestique ou international, la composante hôtel est présente. On va plus ou moins ajuster la composante train. Donc, tu connais, donc c'est plutôt un partenariat avec la SNCF qu'une vraie négociation qui est nécessaire après un partenariat avec Train Europe ou d'autres solutions sur la partie Europe. Mais sur la partie hôtel, effectivement, il y a beaucoup de dépenses à maîtriser et d'ajuster en fonction également de la typologie. Et on voit de plus en plus que la typologie se retourne vers des commerciaux avec une baisse de catégorie dans le cadre des déplacements malgré les règles sécuritaires. Donc effectivement, c'est une dépense importante, mais nos auditeurs aujourd'hui sont équipés d'un Hotel Booking Tool, donc adressent cette partie-là. Le deuxième point, c'est que quand on adresse l'aérien, tu le sais bien, Anthony, tu vas négocier avec 1, 2 ou 3 compagnies de airlines et tu vas avoir ta loi de Pareto, les 80% seront couverts. Sur la partie hôtel, c'est l'inverse. La loi de Pareto est complètement inapplicable ou inappliquée. Et les 20% de top hôtel vont représenter que 20% de la dépense. Donc également une problématique de temps, de ressources, plus que de volonté de la part de nos clients, de nos partenaires ou de nos prospects d'adresser cette problématique-là. C'est tout à fait exact. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir qu'on a 100% des personnes qui disposent d'un HBT dans leur structure. On voit que le poste de dépense, par ton constat, Ziad, ça représente à peu près 30% et ça tend à devenir le deuxième poste de dépense, voire le premier poste de dépense au sein d'une structure. Maintenant, ce qui sera intéressant, c'est de savoir, OK, le lancement d'un appel d'offres se fait dans l'aérien, dans l'agence de voyage, dans le moyen de paiement, mais pas pour autant dans l'hôtellerie, alors que ce poste de dépense devient pratiquement le premier. Ce qui sera intéressant maintenant, c'est de savoir, vous, derrière vos écrans et au sein de votre structure, est-ce que vous lancez un appel d'offres pour justement cette typologie de dépenses? Voilà, donc à nouveau un sondage. Vous retournez sur la partie sondage sur la droite de votre écran et vous répondez donc au sondage qui est lancez-vous un appel d'offres dédié hôtel. Donc voilà, la première question, c'était de savoir est-ce que vous utilisez un HBT. La deuxième, c'est de savoir est-ce que vous avez dédié un appel d'offres sur cette partie-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui est hérité d'un contrat hôtel ou d'un contrat agence, pardon, ou qui est hérité et qui a été signé sans forcément d'appel d'offres. Et également, on constate aujourd'hui beaucoup de RFP hôtels, c'est-à-dire des entreprises qui négocient en direct avec des chaînes et des hôtels indépendants. Donc, on va mettre cette dépense-là sous la dépense RFP hôtel, alors que ce ne sera pas un RFP d'hôtel Booking Tool ou de plateforme ou de centrale de réservation ou de prestataire de services d'externalisation de la dépense hôtel. Donc, il y a aussi, on a systématiquement 100% des clients qui ont un RFP hôtel, mais effectivement, on constate peu de lancements d'appels d'offres sur la partie service hôtel Booking Tool ou hôtel Booking Platform. Et pourtant, si on revient à la loi de Pareto tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile de pouvoir avoir quelque chose de globalisé, de centralisé avec son HBT que d'aller chercher les 80% d'hôtels sur lesquels effectivement, ça se complète très bien. Ça se complète très bien. Ça se complète très bien. Mais à la limite, c'est peut-être plus facile de choisir un HBT que d'aller couvrir ces 80% d'hôtels Absolument. Même si les deux, effectivement, sont nécessaires. Alors, le résultat est arrivé. Donc,
vous prévoyez tous un lancement d'appel d'offres hôtel. Bah, c'est parfait, c'est très bien. Anthony va vous contacter juste après la session, c'est ça, en tant que consultant. Je vous rassure, la prochaine question n'est pas de savoir si vous êtes accompagné sur le sujet. L'idée, c'est quand même, c'est vraiment de vous donner de la matière et pas d'avoir une approche commerciale. Mais c'est très important de savoir qu'effectivement, vous avez cette sensibilisation. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est qu'on se rend compte que finalement, les personnes qui sont plus matures, ce sont les personnes qui s'intéressent le plus, qui se documentent le plus et qui suivent le plus les webinaires. Ce qui est très bien pour vous, ce qui est un peu dommage pour les personnes qui ont un petit peu de retard sur le sujet. Donc, passons au slide d'après. Alors, l'idée dans ces cas-là, donc vous avez tous un HBT, vous lancez un appel d'offres, mais le glossaire de l'hôtellerie d'affaires, il tend à croître énormément. Il y a toujours des nouveaux mots, il y a toujours un vocabulaire qu'on ne connaît pas. En tout cas, j'aimerais, Anthony, que tu nous expliques un petit peu tout ce qu'on peut être amené à entendre, lire sur le marché. Ouais, ce qui est très frappant, en fait, c'est que la partie hôtellerie, alors déjà la partie travel, c'est assez complexe, beaucoup plus complexe que ce qu'on peut penser. Mais la partie hôtellerie, ça l'est tout autant. Et dans cette complexité, on a notamment un vocable très particulier et qui, quand on ne fait pas partie de la tribune, et de la tribu, est un peu difficile à comprendre. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de travailler en 2 étapes. D'abord, de vous définir quelques termes, si vous ne les connaissez pas, pour vous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière. Et puis, dans le chat, n'hésitez pas, si vous avez des mots ou des concepts que vous maîtrisez mal et que vous souhaitez qu'on approfondisse sur cette partie-là, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous les poster. On complétera du coup la définition de ces termes avec les termes sur lesquels vous avez besoin d'informations. Donc le premier, effectivement, on en a déjà parlé, c'est HBT, Hotel Booking Tool, qui est finalement plus qu'un tool parce que quand on parle de HBT, très souvent, on assimile ça à SBT, donc on essaie de voir une plateforme qui est de réservation. Un HBT, c'est plus que ça. C'est avant tout déjà un agrégateur de contenu, d'offres hôtelières, qui va aller chercher différentes sources pour pouvoir vous proposer dans un point d'accès ou même plusieurs plans d'accès tout le contenu hôtel enrichi. Et ça se limite pas à ce qu'on va appeler une plateforme standalone, qui est la mise à disposition de l'offre via un canal de distribution. Autrement dit, un HBT, quand vous signez et contractualisez avec un HBT, son offre sera disponible dans votre SBT, via votre agence et potentiellement également via la plateforme standalone qui est développée par la solution, qui permet un certain nombre de fonctionnalités très précises et un petit peu plus personnalisées que ce qu'on pourrait avoir sur d'autres plateformes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme terme Tarif dynamique, du coup. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par tarif dynamique? Je vais laisser Ziad. Ouais, c'est vrai que là, on a fait juste quelques mots qui sont liés à l'hôtellerie d'affaires. Ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'on a tous réservé de l'hôtellerie à titre individuel et on n'a jamais utilisé ces termes-là. Plateforme en standalone, on peut vous dire que Booking.com est une plateforme, c'est un site de réservation en ligne. Mais est-ce que c'est intégrable dans mon univers? C'est la question qu'il faut se poser. Le leakage, c'est la réservation en direct. Et parfois, ce sont des prestations qu'on laisse faire dans l'entreprise pour pouvoir avoir une certaine paix sociale aussi parfois. Donc, on laisse faire les réservations en direct ou alors on passe par des filiales à l'étranger qui nous font nos réservations. Après, quand on parle de tarifs corporate, on a des tarifs corporate flat et des tarifs corporate dynamiques. L'intérêt de l'hôtel, c'est d'avoir du dynamique discounté. Pourquoi? Ça laisse moins de visibilité à nos acheteurs de pouvoir comparer. Et l'intérêt d'un acheteur, c'est d'appliquer une politique voyage avec un montant plafond et donc avoir un prix sécurisé sur l'année et un budget sécurisé à l'année. Donc, on va aller chercher du tarif flat versus du tarif dynamique. On entend souvent le dual loading là-dessus, c'est-à-dire avoir les deux tarifs. Et pour finir, on a des termes un peu plus marketing comme la dernière chambre disponible, la last room available, sur notre portefeuille client de 250 clients. Ça existe vraiment ou c'est une légende? Non, ça existe vraiment. C'est-à-dire sur notre portefeuille client, la moitié a la dernière chambre disponible. Mais si vous mettez les 200 personnes en face, qui a cette dernière chambre disponible? Et il faut savoir que cette dernière chambre disponible est sur le contingent du tarif corporate. C'est-à-dire qu'on nous l'a vendu plus cher, on essaie de réserver en ligne, elle n'est plus disponible. Et vous appelez l'hôtel, vous retrouvez cette chambre. Donc, ce n'est pas vraiment sur le full contingent du stock hôtelier. C'est pourquoi aujourd'hui, la technologie a énormément évolué pour que vous puissiez avoir
la chambre dans l'établissement que vous cherchez, comme vous le faites à titre individuel. Vous allez aller sur hotel.com, booking.com, Opodo, Trivago, Kayak, que sais-je, et vous allez chercher, et parfois vous allez trouver un hôtel sur un site et pas sur l'autre. C'est cette même logique qu'on s'applique et qu'on essaye de faire. Et grâce à la technologie aujourd'hui, on peut dire qu'avec un HBT et la force d'avoir des multiconnecteurs, c'est d'avoir systématiquement cette dernière chambre disponible sans pour autant qu'elle soit négociée dans un contrat plus cher. C'est-à-dire c'est la dernière chambre disponible au meilleur tarif et en dessous de votre politique hébergement. C'est des terminologies, je pense, pour valoriser le travail, mais ce sont des choses simples. On ne fait que réserver de l'hôtel au meilleur tarif à un instant T et en fonction du délai de réservation. Donc, on n'a pas parlé de booking window, peut-être ce sera la prochaine fois. Sauf si quelqu'un veut qu'on Ouais. qu'on aborde ce S'il y a des questions. Est-ce qu'on a fait tout le leakage? Leakage, bah, c'est toutes les réservations hôtelières que vous n'allez pas réussir à consolider dans les outils qui sont proposés et qui sont fortement préconisés, voire parfois imposés. Il y a une question qui dit on ne prend pas en compte les repas. Ouais. C'est assez vrai. Généralement, on accompagne sur la chambre petit déjeuner et taxes de séjour. La dépense de repas peut être intégrée dans ce qu'on appelle une soirée étape, dans du half-board en anglais. Les chaînes hôtelières telles que Kyriat, Campanile ou Accor ou Logis Hôtel prévoient cette prestation-là. En moyenne, on a un forfait de 15 € quand on se déplace dans du format économique de 3 étoiles en France, qui sont complétés et effectivement peut être intégré sur l'offre Hotel Booking Tool. Mais on est sur à peu près 15 € sur 120 € en prix moyen d'une nuitée dépensée en France et 180 sur l'international. Donc effectivement, la personne a raison puisque ça peut représenter 15% du budget sur une demi-journée. Je pense que cette question qu'on a loupée faisait référence à ce graphique-là. Effectivement, sur cette partie-là, en fait, on a mis uniquement ce qu'on considère comme une dépense voyage et qui se complète à ce qui est frais, ce qui est note de frais, puisque très souvent cette partie-là est formalisée dans la partie note de frais. Aujourd'hui, c'est vrai que comme il y a 10-15 ans, la partie hôtel était très peu mature. Aujourd'hui, la partie repas est un vrai enjeu sur lequel il y a très peu de solutions. Alors, il y a une solution qui s'appelle Business Table, mais qui est un petit peu la fourchette du professionnel, mais qui est très, très centralisée sur des grosses villes et surtout sur Paris. Et donc, je pense qu'il y a ce travail également qui va être très, très difficile et très important à faire, de pouvoir avoir une offre globalisée sur la partie repas. Et elle peut être captée également par les nouveaux entrants sur les moyens de paiement. Oui, des opérateurs comme Swile ou Mooncard qui arrivent et la prestation est complémentaire et captée par le moyen de paiement par rapport à la prestation repas. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est bien ce que nous confirme Philippe, c'est effectivement sur la partie stat. C'est vrai que ça peut être un élément très important, très volumineux, et voilà la raison pour laquelle on l'a pas positionné sur cette partie-là. D'autant plus que là aussi, par rapport à ce qu'on a dit, c'est très très difficile de pouvoir lancer un appel d'offres sur la partie repas, oui. Sauf effectivement à les inclure dans tout ce qui est. Nous, c'est une prestation complémentaire quand vous faites un appel d'offres hôtel, et ce n'est pas le cœur de l'activité d'un hôtel booking tool sur cette partie-là. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, sinon on passe à la suite. Donc, ce qu'on remarque, un glossaire riche avec des mots qui peuvent paraître parfois barbares, mais où il y a une bonne définition derrière. Merci à tous les deux. Alors, on retrouve aussi une complexité liée aux acteurs, au marché, parce qu'il y a plusieurs acteurs, il y a plusieurs moyens de distribution, plusieurs sources pour les hôtels pour se distribuer et plusieurs moyens de paiement, avec des moyens de paiement centralisés, sur place. Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous aider, nous éclairer peut-être sur les acteurs, Ziad, pour aller chercher justement ce contenu hôtel? Peut-être sur la distribution, je vais laisser Anthony, mais sur les acteurs, l'offre hôtelière, effectivement, c'est assez complexe, puisque d'un côté, vous faites une négociation avec certaines chaînes hôtelières. Il y en a une quinzaine avec lesquelles on négocie. Accor, Louvre, Best Western, The Original, Logis Hôtel, NH sur l'international, et après on va aller sur les chaînes américaines, IHG, Residence Carlson, et il y en a pléthore, donc 15 chaînes de manière générale.
Dedans, vous avez 2-3 chaînes d'appart-hôtel pour les moyens séjours également qui sont inclus. Et ça va représenter 50% de la dépense. L'autre 50%, c'est de l'hôtellerie indépendante. Et là, on va être sur une offre extrêmement éclatée. Et effectivement, dans ce cadre-là, vous pouvez avoir des négociations stratégiques autour des sites et le reste est géré soit par l'agence de voyage, soit par le SBT, soit par le HBT. Cette offre-là se complète des distributeurs qu'on appelle OTA, donc pas les OTA agences, mais OTA vraiment Expedia et Booking, qui viennent compléter cette offre en transparence. Il y a 6 ans, on était un peu orphelin dans la partie business travel. Aujourd'hui, nous l'avons, il faut en profiter. Donc effectivement, Booking est en mesure de vous pousser toute cette offre-là avec des niveaux de discount qui sont intéressants avec les niveaux Genius 1 et Genius 2. Chez CDS, on a le deuxième niveau, ou Expedia, parce qu'Expedia a également bougé. Étant la partie Gentian était revendue à American Express, ça a fait bouger les lignes sur la partie hôtel, puisque nos clients peuvent bénéficier des tarifs corporate négociés. Donc, c'est quoi un tarif corporate? C'est une chambre double à usage single, un grand lit, un early check-in, un late check-out, des services et des amenities complémentaires. Ne pas hésiter à les inclure là-dedans. Donc, il y a l'hôtellerie indépendante, il y a l'hôtellerie de chaîne, il y a les OTA, et tout ça, il faut les mixer dans la distribution que tu connais parfaitement, Anthony. Tout à fait. Alors, au niveau de la distribution, très souvent, l'enjeu pour tout le monde, c'est d'avoir à peu près toute l'exhaustivité de l'offre sur tous les canaux de distribution qui sont offerts aux voyageurs. Quand on parle des canaux de distribution, on parle de l'agence de voyage, bien évidemment, mais sa capacité aussi à mettre ça à disposition dans le SBT pour pouvoir avoir directement en ligne toute l'offre hôtelière qui est proposée par le HBT. Et puis, pour certains besoins qui peuvent être ergonomiques, qui peuvent être de la mobilité, qui peuvent être autre que ça, on peut aussi faire appel au HBT directement sur une plateforme standalone qui va permettre notamment d'avoir des filtres supplémentaires, d'avoir par exemple une politique de voyage sur la partie hôtelière qui est plus poussée et d'avoir accès à la mobilité quand certains SBT ne sont pas capables de le faire. Ce qui est important, c'est que quel que soit le canal de distribution, il y a une cohérence et il y ait l'intégralité de l'exhaustivité de l'offre qui soit disponible pour pas que le voyageur ait à taper à droite, à gauche, au centre pour être sûr de trouver son hôtel. Il doit avoir la même chose, quel que soit le canal qu'il utilise. Voilà sur la partie distribution. Après, sur la partie, sur le partie moyen de paiement. Alors, sur la partie moyen de paiement, on pourrait faire un webinaire entier sur le sujet. Ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, vous avez différentes typologies de paiement. Vous avez ce qu'on appelle le paiement individuel où le collaborateur va aller payer en check-out ou en check-in d'ailleurs. L'hôtel directement, il sera remboursé en note de frais. Puis après, vous avez le paiement centralisé avec différentes manières de l'approcher qui permettra donc du coup d'être payé par la société, par l'organisation, avec derrière différentes technologies, soit du bill back, soit de la oui. En fait, les moyens de paiement, on voit quand une entreprise met un moyen de paiement centralisé et que le collaborateur n'a plus à avancer les frais, un taux de pénétration des outils qui est très élevé et la baisse justement des réservations en direct qu'on appelle le leakage. L'idée, c'est que ce moyen de paiement ne soit plus une problématique, c'est-à-dire que l'entreprise a choisi un moyen de paiement, va faire un appel d'offres hôtel. C'est le HBT qui doit s'adapter. Qu'on ait utilisé une carte corporate ou une carte logée, qu'elle soit de chez American Express, de chez BNP ou de chez Air Plus ou chez Diners, le prestataire doit être en mesure d'accepter tous les moyens de paiement et de ne plus réfléchir en disant « Ah, je ne peux pas prendre cet hôtel parce qu'il est non-Amex » ou « Je ne peux pas prendre cet hôtel parce qu'il est Visa ». Donc, le moyen de paiement apporte un vrai service à l'entreprise avec les délais de paiement. Ça apporte un vrai service à l'intermédiaire puisque ça couvre l'intégralité du risque et ça apporte du BFR et ça permet de garantir la réservation au moment de la commande. On n'est pas comme sur le low cost, c'est-à-dire on va garantir. Et après, on va l'adapter en fonction des entités. Certaines entreprises vont nous dire bah, mon entité France, c'est du paiement centralisé. En revanche, sur le Maroc, ils sont équipés de cartes parce qu'il y a une problématique de change. Sur les États-Unis, c'est des marchés avec des cartes et des programmes de loyalty. Donc, on va avoir cette agilité pour pouvoir accompagner nos clients, quel que soit le marché, quel que soit le besoin, par entité, par pays et par destination. Donc, effectivement, c'est transverse à l'ensemble de la chaîne de valeur hôtel. Je rajouterais que le paiement centralisé permet aussi d'avoir une qualité dans la donnée. Là où dans le paiement individuel, on va se baser sur la donnée saisie par le collaborateur en note de frais pour savoir qu'est-ce qu'on a comme dépense hôtellerie.
Sur le paiement centralisé, on va avoir le détail Absolument. des réservations qui sont faites, du nombre de nuitées, de quel hôtel, de quel fournisseur. Ça va permettre d'alimenter ensuite les négociations Et toutes et les analytiques. de focaliser aussi le 80-20 sur les hôtels pour pas taper à côté. Alors, pendant la crise, ces données ont également été utilisées en analytique pour les workflows de validation, avec des champs obligatoires, sans quoi le paiement n'aboutit pas. Et ça a permis de contrôler la dépense hôtelière pendant la crise. Tout à fait. Une complexité au niveau des acteurs, une complexité au niveau du langage, mais maintenant c'est beaucoup plus clair. On a aussi la complexité en termes de technologie. On voit deux mondes qui peuvent s'opposer d'apparence. L'hôtellerie qui a elle-même sa propre technologie pour se distribuer, et les entreprises côté corporate qui ont plusieurs, on a vu, moyens de distribution pour atteindre justement cette nuitée hôtelière. Alors du coup, Ziane, comment on peut comprendre ce schéma? Est-ce que tu peux nous le vulgariser pour qu'on comprenne? Et l'idée, c'est vraiment d'avoir le HVT au centre de ces demandes. Alors, juste avant que tu répondes, je pense que d'un point de vue utilisateur, entreprise, ce qui est très important, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a deux mondes qui se confrontent. Vous avez d'un côté le monde, l'environnement hôtel, et de l'autre côté, le monde de l'environnement client. Et en fait, le client, il a sa complexité, et quand il est confronté à une autre complexité, il a besoin d'avoir quelque chose qui lui permette une lisibilité et une simplification. Je pense que c'est un point qui est très important. C'est très juste. Et ce schéma, nous l'utilisons dans nos webinaires avec nos amis hôteliers, parce que les hôteliers aussi ne comprennent pas. L'hôtelier va dire, donc, sur le schéma, on est sur la gauche. Je ne sais pas si les auditeurs voient sur la gauche ou sur la droite, donc là, côté hôtel. Et nous, côté acheteur, on est côté corporate à droite. Donc, on se dit côté corporate, moi, j'ai négocié avec l'hôtel en direct, donc je m'en fiche de tout ce qui est au milieu. Il m'a donné un tarif à 100 €. Je veux le retrouver dans mon agence. Je veux le retrouver dans mon SBT. Je veux le retrouver dans ma note de frais. Et si je prends un HBT en standalone ou mon interface hôtel en standalone, je veux que ce 100 € remonte dedans. Et très souvent, justement, on a une rupture dans la chaîne et on n'a pas cette négociation qui remonte. Et on se pose des questions. Est-ce que ce sont les opérateurs qui coupent la distribution? Parce qu'il y a beaucoup de suspicion et d'opacité, disons les choses. Donc, quand j'appelle l'hôtel, il me dit bien évidemment, cet hôtel à 100 € existe. Et l'hôtel va vous dire, je l'ai remonté dans le GDS. Oui, mais le client aura demandé qu'on mette du booking.com. Donc, on va remonter l'OTA côté client. Donc, c'est aussi complexe dans le monde entreprise que dans le monde hôtelier. Ils ne s'opposent pas, ils sont en parallèle. C'est-à-dire l'hôtel est d'un côté et l'acheteur est de l'autre. Il faut faire en sorte que ces deux mondes matchent. Et c'est le rôle du HBT d'accompagner nos clients, de dire votre négociation, quelle qu'elle soit, on se doit de vous le remonter, quel que soit l'outil. Et ce n'est pas à vous d'avoir ce mal de tête, puisque le voyageur va vous remonter, je n'ai pas l'hôtel. Donc, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est que l'hôtel, on va le charger dans le GDS, on va le comparer à ce qu'il y a dans Expedia et Booking, on va le remonter s'il est indépendant dans ce qu'on appelle SCRS, encore un terme qu'on aurait peut-être dû utiliser avant, c'est juste centrale de réservation système, donc c'est le système de réservation. Ou alors, on va aller chercher chez un bed bank, un agrégateur, un revendeur, un grossiste. Ceux-là sont très utilisés sur des dépenses qui sont en Asie, qui n'acceptent pas les moyens de paiement, ou sur l'Afrique noire, ou l'Amérique du Sud, puisque l'Amérique du Sud aussi, on en parle peu, mais on a des dépenses sur l'Amérique du Sud qui doivent avoir besoin de prépaiement. Donc cet hôtel, on doit tout faire, nous, opérateurs HBT, pour qu'il remonte à l'entreprise et que le voyageur ne puisse jamais l'avoir en direct moins cher. Et de comparer toutes ces sources. Et là, si vous voulez, à gauche, côté hôtel, on a plus de 110 connecteurs. À droite, on en a beaucoup moins. Donc, on dit qu'on est complexe côté corporate, mais on va tourner autour de 4 SBT, 3 outils d'expense, 3 moyens de paiement, et puis les agences, on les connaît, on s'intègre dedans. Donc, nous, bien comprendre la complexité, mais c'est de simplifier, c'est que cet établissement remonte à l'entreprise, quelle que soit l'interface utilisée par l'entreprise. Super, merci Diane. Du coup, tu confirmes, Anthony, côté entreprise. Mais côté entreprise, justement, il y a des besoins. Et ces besoins, ils varient, ils augmentent de plus en plus. On voit que plus on avance dans le temps, on a des restrictions ou on a encore des obligations légales. On entend RSE, une offre de contenu avec Ziad. Tu parlais de Booking tout à l'heure. Quels sont vraiment les réels besoins et comment y répondre?
Alors effectivement, et ça je pense que c'est un point qui est très important pour les personnes pour les 100% de personnes qui veulent lancer un appel d'offres sur la partie HBT, c'est que vous avez des besoins qui sont extrêmement variés. Certains dont vous avez la visibilité parce que ça affecte directement votre poste et votre fonction, et d'autres qui sont un petit peu plus éloignés. Ce qui est très important, c'est de se rendre compte, en fait, il y a 4 catégories d'offres. Il y a d'abord quelle est l'offre hôtelière, quelle est l'exhaustivité de la partie offre, ce qui est, je ne vais pas dire le plus important, notamment parce qu'il y a un sondage par la suite qui vous demandera pour vous quel est le plus important, mais en tout cas, c'est le nerf de la guerre. Vous avez tous été confrontés à des voyageurs, des assistants, des assistantes qui vous disent « je ne trouve pas mon hôtel, du coup, je vais aller ailleurs ». Et à partir du moment où vous avez un voyageur qui part pour venir le récupérer, c'est très, très compliqué. Donc, l'offre hôtelière, elle est très importante. Et quand on parle d'offre hôtelière, c'est pas simplement « est-ce que j'ai tous les hôtels ?» C'est est-ce que j'ai tous les hôtels, est-ce que j'ai tous les tarifs, est-ce que j'ai toutes les offres et tous les services qui peuvent être proposés par l'hôtel. Donc c'est beaucoup plus large que juste est-ce que j'ai tous les noms d'hôtels. Donc voilà, donc dans l'offre hôtelière, ce qu'on inclut, c'est effectivement tous ces parties-là. On a parlé tout à l'heure de soirée étape. On aurait aussi pu parler d'hébergement alternatif, qui sont quelque chose qui a été très, 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 très à la mode juste avant le Covid, qui le sont un peu moins, mais qui reviendront certainement parce que, comme tout nouveau sujet, ça a besoin de maturité. Et dès qu'il y aura la maturité, je pense qu'il y aura à la fois l'offre et la demande. Il y a tout ce qu'on peut voir aussi qui revient sur le devant de la scène, qui est tout ce qui est RSE, et pas uniquement sur la partie empreinte carbone. Vous avez une autre problématique qui est très rarement abordée dans les appels d'offres, mais aussi quelle est la capacité au HBT de pouvoir couvrir dans le paiement centralisé également les taxes hôtelières, et quel que soit le pays. Ça, c'est quelque chose qui est, parce qu'on est franco-français, on se rend compte que sur la France, on arrive relativement souvent à le faire, mais dans les autres pays, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, est-ce que votre HBT est capable de couvrir sur cette partie-là aussi? Vous avez bien évidemment tout ce qui est conditions d'annulation. Est-ce que les conditions d'annulation peuvent être déjà remontées et lisibles par le booker? Et puis, je reviendrai aussi sur la partie exhaustivité de l'offre. Ce qui est très important aussi, c'est pas de savoir est-ce que vous avez 1 million, 2 millions d'hôtels. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce que le HBT est capable de vous fournir une offre exhaustive sur vos zones de déplacement. Parce que si vous vous déplacez fortement en Amérique du Sud, vous vous en fichez de savoir si l'acteur est très très fort sur la partie Afrique. Donc avoir 2 millions, on va dire 1 million d'hébergements, mais c'est 1 million et il y en a 90% qui ne sont pas sur les zones qui vous importent, ça n'a pas d'intérêt. D'ailleurs, bonne pratique que je vous conseille de faire sur vos appels d'offres HBT, demandez les accès à tous les HBT, prenez vos top 10 hôtels et vérifiez la disponibilité sur chacun des HBT de vos hôtels et des tarifs qui sont associés. Je pense que c'est le meilleur moyen de savoir si, sur la partie offre hôtelière, vous allez avoir un fournisseur qui est capable de répondre à vos besoins. Je ne sais pas si tu veux compléter quelque chose. Non, c'est exact. C'est l'exhaustivité de l'offre n'est plus le sujet depuis 5 ans. C'est la pertinence de l'offre en fonction de l'affichage, puisqu'on va être limité par rapport au nombre d'affichages. Et il y a des arbitrages à faire. Très souvent, on a des clients qui nous disent « c'est dans mon programme hôtel, mais j'ai 10 places pour mettre les hôtels. S'il n'est pas disponible, ne me l'affichez pas. » Qu'est-ce qui se passe? On ne l'affiche pas, il n'est pas disponible. On reçoit un appel d'un voyageur en disant « vous n'avez pas l'hôtel ». Donc, on se retrouve à remonter des hôtels non disponibles pour prouver que l'offre exhaustive existe. Et elle existe sur l'ensemble des opérateurs aujourd'hui qui font le même métier que CDS. L'offre est assez exhaustive. Après, il y a certains opérateurs qui n'auront pas certains distributeurs comme Booking.com. Aujourd'hui, je pense qu'il est improbable, puisque Booking.com est le premier site de voyage dans le monde, qui fait plus de 51% de l'hébergement dans le monde, de ne pas l'avoir aujourd'hui, puisque ça avait fait le tarif de référence. Donc, effectivement, c'est la pertinence de l'offre et la négociation de ces fameux tarifs qui remontent, puisque c'est vraiment l'application de ma politique qui est là-dedans. Et justement, dans la politique, quand tu parles, Ziad, ça revient l'item service, avec aussi politique voyage, à intégrer la politique voyage, la géolocalisation, les factures centralisées. Là-dessus, Anthony, quelle vision tu as de la part des entreprises? Alors, ça rejoint une partie des services et de la technologie. Je vais compléter justement sur la partie service.
Ce qui est très important aussi quand vous sollicitez un HBT, c'est de voir quel est le niveau de service qui est associé. Parce que c'est à peu près comme tout. Si vous avez une exhaustivité d'une offre et une cohérence dans l'offre, si vous n'avez pas derrière un service vente et après-vente, vous allez avoir des collaborateurs qui vont être perdus et qui vont être insatisfaits, et c'est tout ce qu'on veut éviter dans nos métiers. Donc sur la partie service, ce qui est très important, c'est de voir à quel point le HBT est capable de vous accompagner sur la partie sourcing. On parlait de la difficulté de négocier la partie hôtelière hôtel par hôtel ou chaîne par chaîne. Sachez que les HBT peuvent vous accompagner là-dessus. Testez-les sur leur capacité à vous accompagner là-dessus. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter, comment ils travaillent. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça peut vous permettre de gagner du temps et aussi de gagner de l'argent. Comment ils sont capables aussi de garantir la conformité à votre politique voyage. Très important. Quel type de prise en charge de paiement ils sont capables de faire. Est-ce qu'ils sont capables de géolocaliser vos collaborateurs à partir des réservations hôtelières, voire plus. Quelles sont leurs capacités à travailler sur la facturation centralisée. On en a parlé tout à l'heure, tout ce qui est sécurisation de la réservation, c'est extrêmement important. Autre point, si vous commencez à avoir beaucoup de volume hôtel, c'est aussi important d'avoir quelqu'un qui soit là pour vous accompagner sur votre compte, et donc d'avoir un account manager sur la partie spécifique de la partie hôtelière. Il aura beaucoup plus de capacité à vous accompagner et d'expertise à le faire sur la partie hôtelière que pourrait le faire quelqu'un d'une agence de voyage. L'agence de voyage pourra vous aider sur la partie globale, mais sur la partie hôtelière, avec les spécificités et la complexité qu'on a vu tout à l'heure, avoir un account manager, si vous avez du volume, c'est quelque chose qui est important. Autre point extrêmement important, quelle est la capacité du HBT d'accompagner vos collaborateurs en cas de problème, parce qu'il peut y avoir des problèmes. Vous pouvez avoir une réservation et finalement, à qui c'est pas arrivé, vous arrivez chez l'hôtelier et l'hôtelier n'a pas votre réservation. Est-ce que le HBT est capable de fournir un numéro de téléphone d'assistance à vos voyageurs, ou même en amont de vérifier que les réservations ont bien été prises en compte? Tout ça, c'est des points qui sont extrêmement importants parce que ça impacte directement la relation que vous allez avoir avec vos collaborateurs, avec vos voyageurs, et on sait que c'est de la charge de travail. Donc toute la partie de service, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas mettre à la poubelle, il faut vraiment le travailler. Encore une fois, sur l'offre hôtelière, je ne veux pas dire qu'il y a peu de différences, mais elles vont être très localisées et très spécifiques à vos besoins. Sur la partie service, il y a beaucoup de choses que le HBT peut faire et qui sont très peu, en général, on les sollicite très peu sur ces sujets-là, et c'est dommage. C'est le focus service qui a été fait pendant la crise, c'est-à-dire qu'effectivement, Anthony, tu parlais de la réservation. Aujourd'hui, au moment de la réservation, toutes les réservations doivent être sécurisées avec des appels sortants sur chaque établissement pour être sûr que la réservation est arrivée. Après, pour la prise en charge, tu mentionnais la prise en charge des taxes, évidemment, de rappeler, de confirmer par 2 fois la prise en charge des taxes. Alors, on est un peu français, c'est surtout la législation, c'est qu'en France, on n'est pas assujetti au remboursement de la TVA sur la partie hôtel. Ce n'est pas le cas sur l'Italie, ce n'est pas le cas sur l'Allemagne. Donc, le HBT doit vous accompagner à collecter l'information et non à collecter pour le compte d'eux. Ce sont 2 choses différentes. C'est-à-dire qu'on va donner l'information et dans ces cas-là, il faut être totalement transparent dans la tarification pour reporter le bon montant de la taxe et de la remonter dans l'expense. Donc, dans l'après-vente et l'intégration des factures également. Après, sur l'après-vente, effectivement, l'account manager est nécessaire. Alors, l'agence de voyage, nous travaillons en partenariat avec les agences de voyage qui prennent des SBT, elles externalisent leur partie SBT, elles externalisent leur partie HBT. Et même les grandes agences qu'on connaît, si on creuse un peu, leur technologie n'est pas propriétaire. Et la beauté ici, c'est que nous sommes propriétaires de notre technologie, au même titre que nos confrères, et nous pouvons nous adapter à ces services. Donc, plus d'offres, plus de services, plus de technologie, mais toujours à coût zéro, et négocier, voire même avec une remise de fin d'année ou autre, je pense. Anthony, c'est des choses que tu as l'habitude de mener. Je vais d'abord rebondir avant de te répondre, sur une question de Jonathan, que je crois démasquer, qui nous demande s'il est envisagé dans un futur proche une intégration des hébergements alternatifs de type co-living ou work-living. Donc, c'est plutôt une question pour vous. Alors, c'est une offre qui a été proposée. Tu parlais des appartements tout à l'heure. Et Jonathan nous parle du coworking et co-living. Cette offre existe avec un partenaire. Nous pouvons la remonter.
Mais il faut savoir que les outils, les interfaces des outils ne sont pas réglées pour ça. Donc, si on va se retrouver dans un univers Concur qui est très bon pour l'expense, qui est un peu moins ergonomique pour rester très diplomate sur la partie travel, il est très difficile de remonter les espaces de coworking, co-living. Donc, cette offre existe, elle va pouvoir remonter, elle remontera probablement dans un premier temps dans des outils en standalone, c'est-à-dire sur nos interfaces en direct, parce qu'on sait l'adapter, et elle va représenter un besoin. Nous avons déjà aujourd'hui 3 clients qui nous demandent on veut de l'hébergement alternatif et nous voulons du coworking, co-living, puisque nos modes de dépenses évoluent. Et ce sont des grands comptes, donc très étonnés par rapport à ces demandes-là. Donc sur la partie appartement, est-ce qu'on l'ouvre à partir d'une nuitée ou est-ce qu'on la limite à partir de 4-5 nuitées? Donc il faut arbitrer. Est-ce que sur la première page d'affichage, on en ouvre tous ou quelques-uns? Parce que, encore une fois, sur 25, si je pollue de 25 appartements, bah, on n'a plus d'offres hôtelières. Donc, ça va, pour 2%, je ne peux pas couvrir l'ensemble de la prestation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce qui remonte, c'est l'information si l'hôtel et l'établissement proposent du coworking ou du co-living. Okay. En revanche, ce n'est pas réservable encore en ligne, en espérant que les opérateurs puissent se positionner là-dessus très vite. Ce sera un petit clin d'œil pour notre ami Jonathan. Je vais rebondir sur la partie technologie. On a un petit peu parlé, mais effectivement, tout ce qui est intégration dans les SBT, tu en as parlé un petit peu avec Concur. On sait qu'en fonction des SBT, on a un niveau, et en fonction des HBT, on peut avoir des niveaux d'intégration qui sont différents. Donc, en fonction de ça aussi, challenger vos HBT sur cette capacité à remonter l'information et le niveau d'information qui est remonté. Challenger surtout vos SBT parce que très souvent, le blocage vient de leur côté. Et puis, tout ce qui est partenariat avec les agences de voyage, tout ce qui est mobilité, sécurité, tous ces points-là en termes technologiques, c'est des points qui sont importants, que très souvent, on ne voit pas de prime abord. Et puis après, quand on arrive sur l'implémentation, on se rend compte qu'il y a des limitations qui ont lieu par rapport à ce qui a été demandé, proposé et ce qui est finalement possible. On est dans un monde où l'interopérabilité est extrêmement importante et qui font la complexité de ce monde-là. Et donc, n'hésitez pas à challenger sur votre écosystème les capacités des uns et des autres à se connecter et à envoyer le bon niveau d'information. Aujourd'hui, ces intégrations-là sont plutôt robustes, remontent bien dans les interfaces, elles sont plus limitées, effectivement. Mais effectivement, on constate de plus en plus dans votre RFP, en amont, de demander à chaque prestataire avec quel SBT ou outil de TNI il est intégré. Ça va servir pour cet appel d'offres, mais ça va servir également à l'avenir, puisque toutes les durées d'appel d'offres se superposent. Donc, si j'ai choisi une agence de voyage avec laquelle je suis compatible et qu'en cours de route, je dois changer d'agence de voyage, il faut être sûr que cet opérateur-là puisse vous accompagner sur ça. Donc, SBT, TMC, systématiquement, ayez le réflexe de savoir quel SBT, quel moyen de paiement et quel TNI avec lesquels s'intègre le HBT pour vous accompagner, quel que soit votre appel d'offres. On a très souvent accompagné nos clients en changement de SBT, en changement de SBT, en changement de moyen de paiement. Et c'est vraiment essentiel. Donc, une offre exhaustive, un service. On l'a vu, le panel de services que peut offrir le HBT, la technologie, l'interopérabilité, mais ce qui en est le coût. Du coup, Anthony… Sachant qu'il y a des questions. Il y a une question sur le sujet, donc on va essayer d'y répondre. Donc la partie coût, ce qui est très important en amont déjà de dire que tout ça, vous le demandez en général pour 0 €. Ce qui est très important, c'est de comprendre le modèle économique du HBT, parce que ça va vous permettre aussi de voir le niveau de transparence des prix et le niveau de transparence des coûts. Un prix à 0 ne veut pas dire un coût à 0. Donc ça, c'est très, très important. L'idée, c'est pas de dire qu'il y a un modèle qui est mieux qu'un autre. L'idée, c'est que vous ayez bien en tête du modèle dans lequel vous inscrivez pour connaître les impacts que ça peut avoir sur l'offre qui vous sera faite. Et après, effectivement, il y a la partie RFA. Et donc là, je rejoins un petit peu la question d'Amélie qui est est-ce qu'en réalité des RFA se mettent en place avec des hôtels chaînes hôtelières? Ce qui est très important à savoir, c'est que les RFA, c'est un double tranchant. C'est-à-dire que forcément, quand un acteur vous rétribue de l'argent, c'est que quelque part, il est payé par quelqu'un dans la chaîne. Donc, moi, à titre personnel, et à titre professionnel aussi, je suis un peu contre tout ce qui est signing bonus et RFA parce que
je pense que c'est quelque chose qui visse un petit peu l'approche prix et l'approche coût qu'on peut avoir, quel que soit le domaine d'ailleurs, encore plus sur la partie agence. Parce que ce qui est certain, c'est quand une agence vous fait un signing bonus, vous le paierez quelque part à un moment donné, et sauf que vous ne saurez pas où. Donc moi, ça me dérange un petit peu par rapport à ça. J'aime bien quand mes clients savent ce qu'ils payent, pourquoi ils le payent et où ça va. De toute façon, on le verra tout à l'ure sur le on va avoir un slide économique. Pour venir sur le. Il y a une question sur quand même la RFA, une des personnes. Est-ce que les RFA sont versés par les chaînes hôtelières? Aujourd'hui, non. Les chaînes hôtelières ne reversent pas de RFA. Elles vont vous accorder un tarif flat à l'année ou un tarif discounté de -5 à -22% par rapport à un tarif de vente. Très peu aujourd'hui de chaînes hôtelières vont apporter une RFA. En revanche, ce que tu dis sur le fait que s'il y a une RFA, quelqu'un va le payer, c'est une des questions que j'avais posées à des gros hôtels en disant comment vous arrivez à payer autant. Quand ils étaient arrivés, ils donnaient 4% de RFA. En fait, ils m'ont expliqué que sur la partie loisirs, ils avaient un investissement massif en mots-clés, SEO, sur Google, pour des ratios de look to book, c'est-à-dire les gens recherchent et ne bookent pas derrière, qui étaient très élevés. Et donc, tous ces coûts de distribution qu'ils ont sur la partie loisirs, ils l'ont beaucoup moins sur la partie corpo. Donc, ils pouvaient se permettre ce budget qu'ils avaient sur le marketing de le mettre en RFA sans pour autant augmenter le tarif. Il faut se méfier de la RFA qui est marque P, c'est-à-dire j'ai un 100, je mets 110 et je vous reverse 5. Ça ne s'appelle plus une RFA. Donc, effectivement, il faut garder le modèle transparent et pouvoir verser une RFA. Aujourd'hui, sur l'ensemble du portefeuille client, les RFA sont négociés par palier, effectivement, avec les HBT. Et ça existe sur la partie HBT, mais pas chaîne hôtelière. Après, pour être complet sur la partie RFA, ça peut avoir un intérêt dans un cas qui est un petit peu… je vais dire le mot malin. Je pense que c'est un petit peu un peu moins scrupuleux que ça, mais si votre société a pour habitude de refacturer la partie hôtelière ou la partie frais de déplacement à un client, la RFA peut être un moyen de faire des économies parce que effectivement tout ce qui sera marque P sera payé par votre client final et vous allez récupérer en RFA. C'est très borderline. J'ai vu des sociétés qui le faisaient. Voilà, ça peut être un moyen, je veux dire malin, je dirais peut-être plus. Alors effectivement, il y a beaucoup de sociétés grosses sociétés de consulting qui revendent la prestation quand ils vont en audit, mais on doit refacturer à l'euro. Et s'il y a des frais complémentaires, c'est une ligne de frais complémentaires qui va être sur une TVA différente à 20%. Donc effectivement, des demandes peuvent exister, ce sont des choses que nous, côté CDS, on n'applique pas. Donc, les besoins, offres, services, technologie et transparence des prix en termes de coûts. Ce qu'on voit donc, c'est que les différents services et le HBT répond aux différents services de l'entreprise, aussi bien aux voyageurs en termes de contenu, service travel management, l'application de la politique voyage, le service sécurité dans le mode de paiement, la sécurité des données, la sécurité du paiement, la sécurité du voyageur, la direction financière, tu l'as dit Anthony, sur la partie facturation et l'imputation comptable et le département achat acheter au meilleur coût, au meilleur prix, en tout cas qui répond aux besoins du voyageur. On le dit souvent, mais je pense qu'on ne le dit pas assez souvent. En amont d'un appel d'offres, quel qu'il soit, et également sur la partie hôtelière, il faut que vous ayez en amont toutes les informations des différentes parties prenantes. Et là, on n'a pas forcément l'exhaustivité, mais on a déjà une bonne vision des acteurs et des parties prenantes que vous pouvez avoir sur cette partie-là. Faites en sorte de faire des ateliers de travail avec ces différentes parties prenantes pour avoir leurs besoins, pour avoir leurs irritants, leurs problématiques actuelles, pour pouvoir orienter votre appel d'offres avec leurs besoins aussi. Effectivement, dans les 4 catégories qu'on a vues auparavant, c'est un petit peu la synthèse de ce qu'on pourrait avoir sur ces directions ou ces parties prenantes. Mais c'est très important que vous, dans les spécificités de votre entreprise, vous ayez en amont une vision de leurs besoins. D'une part, ça va permettre de les impliquer et donc s'il y a un changement de choix, ce sera toujours plus facile. Et d'autre part, ça vous permettra aussi de mettre en lumière certaines choses que vous ne voyez pas forcément et qui sont utiles lorsque vous faites un appel d'offres. Et de vraiment tous les inclure. Puisque généralement, le travel management est avec les RH, la direction des achats va travailler avec
avec la finance et les directions sécurité avec la DSI. Donc, c'est pas forcément dans des grands groupes des mondes qui communiquent entre eux. Et souvent, on peut être facilitateur et communicant entre les différents services. Là, Anthony, tu as voulu être transparent sur le modèle économique du HBT. Non, mais c'est vrai qu'on se pose souvent beaucoup de questions sur le modèle économique du HBT, d'autant plus qu'en général, on demande ça à zéro et que très souvent, c'est peu facturé ou c'est facturé à des frais de transaction ou à d'autres frais qui sont très faibles. Donc, l'idée, effectivement, c'était de creuser un petit peu sur le business model des HBT pour que vous compreniez aussi qu'est-ce qui se cache derrière, comment ils se rémunèrent. Et du coup, quelles sont les questions à poser lorsque vous faites votre HBT pour bien comprendre la rémunération du partenaire. L'idée, c'est pas de dire on doit avoir tout gratuit. L'idée, c'est de dire on est OK pour une rémunération, elle doit être juste, elle doit être proportionnelle au service qui est apporté, mais elle doit être transparente et compréhensible. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est très, très important. Quand vous achetez quelque chose, vous aimez toujours savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Là, c'est à peu près pareil sur la partie HBT. Et en préparant l'atelier, j'étais ravi, Anthony, que tu découvres encore des aspects de rémunération, effectivement, et je rappelle le sujet de la transparence qui est essentiel. Aujourd'hui, le HBT se rémunère essentiellement côté hôtel fournisseur. Donc, techniquement, si je suis un HBT, comptablement, mes clients sont les hôteliers, c'est eux qui me payent. En fait, mes clients sont vraiment la direction achat. Ce qui pourrait induire un biais. Absolument. Dans l'offre. Exactement, exactement. Et ce qui permet d'être, certains prestataires d'être plus opaques par rapport à ça. Donc, au-delà du fait, on va partir du postulat que le prestataire va distribuer votre offre hôtelière sans markup, déjà. Vous avez négocié à 100, il apparaît à 100. S'il a négocié à 100, il est à 105 ou il est sur Booking à 100 et vous l'avez à 105, déjà, vous savez que la rémunération est faite sur le markup. Et ça, c'est rédhibitoire puisque le voyageur va vous envoyer un scud le lendemain matin en disant « j'ai trouvé moins cher sur Booking.com ». La première chose, c'est dans le sourcing. Pour faire un sourcing hôtelier, ça a un coût qui peut aller de 10 000 euros à 80 000 euros que des agences avec la partie conseil peut proposer, que vous pouvez proposer. Donc ça, le sourcing, ça a un coût pour négocier en fonction du nombre d'hôtels et de l'outil utilisé. Et les tarifs sont plutôt transparents avec l'outil que Cvent Lanyon, qui est devenu mondial et que tout le monde utilise au-delà de RFP Sabre, qui peut être un coût par hôtel, c'est très clair. Demandez le détail du sourcing hôtelier. Et après, si on est HBT, on peut se permettre de l'offrir puisque derrière, la production va être chez nous. Si c'est un cabinet qui va le faire, il va prendre sa prestation, ce qui est totalement normal puisqu'il ne va pas faire la production derrière. Ça, c'est la première, la plus saine aujourd'hui dans la distribution. Après, faut savoir que quand on a un programme hôtelier, la partie HBT n'est pas rémunérée. C'est vraiment transaction zéro. Il faut vérifier dans vos contrats que le prestataire ne va pas prendre des frais complémentaires côté hôtel et de pouvoir mener un audit dessus. Nous sommes souvent audités dessus. La partie HBT peut prendre 5 euros à la nuitée. C'est très important ce que tu dis, c'est que vous pouvez demander dans votre contrat. Vous devez mettre dans le contrat une faculté d'auditer cette partie-là. Parce que, encore une fois, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière le prix et vous n'avez pas forcément la certitude. Donc, faites en sorte d'avoir la possibilité de faire cet audit-là. Vous le mettez dans le contrat et derrière, faites-le. Il y a des prestataires qui viennent faire, qui sont des tiers de confiance. Ils viennent, ils auditent les factures reçues par le HBT, les factures facturées aux clients, montrant que sur le programme hôtel, il n'a pas été rajouté 5 euros la nuit de la transaction. Pour être un peu plus opaque, on peut dire, on ne va pas l'allier à la transaction, on va dire au chargement de ce que j'ai appelé tout à l'heure la CRS. On va dire, vous êtes dans le programme hôtel d'un client, vous allez me payer 300 euros à l'année, je vous fais une facture ad hoc. Ça également, dans le contrat, il faut dire, c'est un programme hôtel que l'entreprise a choisi, vous êtes un HBT, vous êtes dans le devoir de l'appliquer, même si l'hôtelier ne vous rémunère pas. Alors, comment le HBT va se rémunérer? Sur tous les autres tarifs qui sont dits dynamiques. Et là, on a une convergence d'intérêts, puisqu'on va chercher un tarif moins cher et rémunéré. Et on le retrouve dans 70 à 75% des cas. Pourquoi? Parce que l'offre est extrêmement atomisée, puisqu'on a beaucoup de connecteurs. Et je pense que on pourrait aussi faire peut-être que le prochain on abordera ce sujet-là, mais ce qui est important aussi dans
dans la négociation de vos hôtels, c'est de bien comprendre que le tarif négocié, c'est un tarif qui vous permet d'avoir un prix plancher. Oui. Enfin, un prix plafond, pardon. L'hôtelier, c'est un prix plancher. Voilà, plancher. Mais du coup, ça vous sécurise le coût maximum sur cet hôtel-là. Et le HBT, lui, va être capable d'aller chercher des tarifs qui sont en dessous, dont vous avez bénéficié. Et sur cela, eh ben, c'est du win-win, effectivement, parce que vous avez la capacité de vous rémunérer. Effectivement. Une fois sur deux, il sera au-dessus. Il ne faut pas l'accepter puisque vous avez cette fameuse dernière chambre disponible. Et une fois sur deux, il sera en dessous. Donc, il faut laisser l'outil aller chercher moins cher et qui permet de rémunérer. D'où le dernier point, de ne pas laisser la fermeture de l'offre hôtelière. C'est-à-dire que si on trouve moins cher, d'accepter que nos négociations corporate ne soient pas aussi bonnes qu'un tarif spot en dernière minute ou en anticipé. On va passer au dernier petit sondage avant de conclure. Donc, je vais demander à la régie de lancer le dernier sondage. Et donc, la question, quel est l'élément prioritaire donc, dans ce qu'a pu proposer Ziad et Anthony, l'offre, la technologie, le service ou le coût? Pour vous, quel est l'élément prioritaire au sein de votre structure? Alors, il n'est pas possible de choisir les 4. Mais si vous devez faire un choix. Voilà. Qu'est-ce que vous mettez le premier sur votre liste de priorités lorsque vous faites ou lorsque vous allez faire un appel d'offres sur la partie HBT? On peut choisir l'offre technologique de service à coût zéro. On peut. Ce qui est très souvent demandé. Mais voilà, si vous en avez un à choisir parmi ces 4, lequel vous choisiriez? Et quand on parle d'offre, on parle d'offre de contenu hôtelier, pas l'offre de service. Oui. Voilà, on vous laisse quelques minutes et puis on va conclure. Et en plus, on va être dans les temps, puisqu'il reste 4 minutes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est aussi le moment. On pourra déborder un petit peu si vous avez des questions complémentaires par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui. Et on va certainement avoir le résultat du sondage qui va s'afficher. J'espère que ce ne sera pas 100%. On n'est pas loin. Donc effectivement, l'offre grandement majoritaire avec 67%, 2 tiers des suffrages, et puis une partie coût. Donc la technologie et le service pour vous ne sont pas prioritaires. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants, mais vous classez la partie offre en numéro 1. C'est ce qu'on retrouve dans nos appels d'offres, c'est-à-dire d'être pertinent sur l'offre hôtelière. On arrive à la fin de ce webinaire. Du coup, Ziad, Anthony, donc la nécessité d'appel d'offres, de toute façon, notre audience, elle est en accord avec nous puisque tout le monde va lancer un appel d'offres. Mais du coup, si vous devez résumer, est-ce que vous arrivez à tirer parti de 5 points, en 5 points la nécessité de lancer l'appel d'offres? En reprise aujourd'hui, le point essentiel qui est présenté sur ta slide, Rebecca, c'est de maîtriser sa dépense hôtelière. Nos clients nous disent on doit mettre des budgets, on va avoir 25% d'augmentation sur la voiture, 20% sur l'aérien, on aimerait bien maîtriser cette dépense hôtelière, aidez-nous. Donc on est vraiment dans la maîtrise de la dépense, sachant qu'on souhaite toujours garder le choix pour le voyageur. Parce qu'on n'a pas envie d'être embêté dans l'entreprise tous les 4 matins avec l'offre hôtelière qui ne remonte pas. Donc je suis ravi de voir que l'offre hôtelière, il faut donner cette richesse d'offres, donner du choix à notre voyageur, mais maîtriser cette dépense. Quand on ne voit pas de technologie, pas de service, je suis assez d'accord sur la technologie parce que la technologie, c'est quelque chose que nous, HBT, nous devons prendre et ne pas embêter le client avec ça et être accompagné par des experts de process et d'intégration par rapport à ça. Et le service, on est dans l'obligation de rendre ce service-là au voyageur. Quand on réserve une chambre d'hôtel et qu'elle est payée par l'entreprise, il faut faire en sorte qu'elle le soit. Donc, maîtriser sa dépense en reprise et limiter cette fameuse inflation qui arrive est essentiel et donner la liberté à notre voyageur de choisir l'hôtel en fonction de son déplacement. Peut-être qu'il va à l'usine, mais qu'il a envie d'être dans le centre-ville. Peut-être qu'il va il a d'autres rendez-vous et on parle de plus en plus de qualité de vie au travail ou dans son déplacement. Je pense que le premier point, maîtriser la dépense, est essentiel et pour moi, le choix du voyageur est le deuxième point que je choisirais dans ta liste. Merci Ziad. Toi, Anthony, avec la vision côté plus entreprise, tu penses la nécessité d'appel d'offres, si tu devais résumer, ou en 2 points pour toi?
Alors effectivement, maîtriser la dépense, c'est toujours le prérequis, très clairement. Et d'ailleurs, on l'associe fortement au deuxième point qui est l'application de la politique d'hébergement, puisque Oui. c'est l'application de la politique d'hébergement qui va notamment permettre de maîtriser cette dépense-là. Il y a quelque chose qui est de plus en plus demandé, c'est parce qu'on est sur du paiement centralisé que il peut y avoir encore quelques couacs de moins en moins. Tout ce qui est service complet, service client, c'est quelque chose qui est fortement demandé par nos clients et je les accompagne à vraiment challenger les acteurs sur le sujet. Et il y a un autre point, mais parce que nous, en tant que consultants, on est un petit peu plus confronté à ça, c'est tout ce qui est intégration complète. Parce que si c'est pas étudié et consulté en amont, garanti en amont, on se rend compte qu'on a des plannings d'implémentation qui se complexifient, Oui. Qui durent plus longtemps et qui amènent un certain nombre de problématiques aussi de coûts projet. Donc ça, c'est des points qui sont très importants, effectivement, et qui doivent être pris en compte dans un appel d'offres. Et on se rend compte que si on lance pas l'appel d'offres, on n'a pas forcément la main sur ces sujets-là. Donc c'est ce qui fait que, à mon sens, lancer un appel d'offres sur la partie HBT est quelque chose qui est nécessaire pour maîtriser l'ensemble de ces points, mais en priorité ceux que je viens de citer. Et ce que je comprends par rapport à l'approche, c'est que si je lance un appel d'offres, du coup, je suis autonome. C'est-à-dire que si je change d'agence de voyage ou de SBT, j'ai quand même la continuité avec mon HBT. Si je suis assurée que celui-ci est interopérable avec les différents acteurs du marché, je ne suis pas obligée de relancer un appel d'offres pour la relancer un sourcing hôtel, exactement. Relancer une intégration, relancer effectivement. Ça serait mon point, moi, de dire je suis autonome par rapport à ma dépense hôtel et je peux continuer à ma stratégie de travel dans sa globalité en ayant le point hôtel déjà vérifié et validé. Tout à fait. Moi, du coup, je vous remercie. Merci Ziad, merci Anthony. Merci. Alors l'idée, on va continuer cette saison de webinaire. Donc le prochain, alors si tu peux afficher la slide parce que j'ai de mémoire, j'ai pas la date, mais en tout cas, c'est le 28 juin à 11h. Et l'idée, alors on va encore brainstormer par rapport à votre première approche, mais l'idée c'était le sourcing. Moi, ce que je vois, c'est sourcing et peut-être aussi après le prochain, le moyen de paiement, ou en tout cas côté parler plus côté coût. Mais en tout cas, la partie sourcing pour moi est un gros enjeu, surtout par rapport aux réponses et de dire que c'est l'offre. Donc c'est là-dessus l'enjeu pour les entreprises d'avoir cette exhaustivité en termes d'offres, comme tu disais, Ziad, et tout ce qui est les Expedia, les bookings et les offres avec les soirées étapes pour avoir ces fameux repas intégrés dans la nuitée. D'ailleurs, je vous invite à nous envoyer des emails, des messages, ou même sur la notation qui vous sera demandée à la suite de ce webinaire, à nous donner les problématiques sur ces deux sujets qui vous impactent pour qu'on puisse construire un webinaire qui soit dédié et très proche de vos préoccupations. N'hésitez pas à nous solliciter pour nous donner ces informations-là, ça nous permettra d'avoir quelque chose qui est plus riche et plus intéressant et plus interactif. Super. Alors à bientôt, peut-être lors d'un prochain webinaire le 28 juin à 11h. Merci. Merci à tous. Merci. Très bon appétit, Merci très bonne journée. Merci. Merci, au revoir.